Donc, Paul Louveil-Dubuc, responsable de la recherche à l'Espace éthique Île-de-France et à l'Université Paris-Saclay, ça veut dire beaucoup mieux que moi. Bonjour à tous, merci beaucoup à Marie-Christine de Tesnas et au groupe GPF pour sa confiance. Vous le savez peut-être, le GPF et l'Espace éthique Île-de-France avancent ensemble dans la réflexion éthique sur le soin des personnes polyhandicapées depuis de nombreuses années, notamment à travers un atelier de réflexion éthique avec des parents, des professionnels, quelques chercheurs en sciences humaines. Et heureusement, des traces écrites ont été gardées de ces réflexions. Je pense à l'ouvrage paru en 2015, La personne polyhandicapée, éthique et engagement au quotidien, qui est un livre très précieux, dans lequel il est évidemment utile de se plonger à qui veut s'ouvrir au vécu des personnes polyhandicapées. D'autant plus utile quand on est, comme moi, quotidiennement éloigné des réalités du polyhandicap. Alors la question que je voudrais poser en premier lieu n'est pas une question d'éthique, au sens où il ne s'agit pas de se demander comment nous devons agir, quels principes nous devons respecter. Ce n'est pas une question normative, mais une question descriptive. Comment se fait-il que les personnes polyhandicapées vivent aujourd'hui beaucoup plus longtemps que par le passé, l'espérance de vie étant passée de 3-4 ans, selon Elisabeth Zuckman, dans les années 60 à 50 ans aujourd'hui? Comment rendre compte de ce fait-là, de ce que nous pourrions appeler évidemment un progrès, non seulement médical, mais aussi moral, en un temps où l'on aime tant expliquer le déclin? La réponse à cette question n'a rien d'évident. Une première réponse d'ordre épidémiologique et médical doit être cherchée dans l'ensemble des troubles de la déglutition, de l'alimentation, les troubles respiratoires, digestifs, les troubles épileptiques que connaissent parmi d'autres pathologies les personnes polyhandicapées. L'amélioration de l'espérance de vie s'explique alors par une meilleure prévention de ces troubles, une meilleure prise en charge par des diagnostics plus précoces. Mais on peut bien sûr expliquer tout à fait autrement l'amélioration de l'espérance de vie des personnes polyhandicapées en reprenant une distinction de Habermas, le philosophe Jürgen Habermas, entre science de la nature et science interprétative. On peut montrer qu'il existe, au-delà des explications causales de ce fait, des explications interprétatives. Interpréter, c'est chercher le sens qui se trouve alors, dans des textes, dans des discours ou dans des pratiques sociales. Que peut bien nous apporter l'interprétation pour comprendre l'amélioration de l'espérance de vie d'une population et en particulier de celle des personnes polyhandicapées? Je voudrais revenir ici sur une histoire tragique que raconte Elisabeth Zuckman dans les premières pages de son ouvrage paru en 2011 chez RS. Le docteur Elisabeth Zuckman, alors en poste à l'hôpital La Roche-Guyon, en compagnie de Stanislas Tomkiewicz, reçoit en consultation Étienne, enfant de 11 ans, que l'on qualifierait aujourd'hui d'enfant polyhandicapé, et ses parents. Je cite, « Les deux parents tentent de maintenir Étienne pour le nourrir ou l'habiller, ne disposant alors d'aucune installation adaptée. Sa taille, son poids, la violence des mouvements involontaires rendent depuis peu impossible le support que les parents apportaient de tout leur corps et de toute leur âme à leur enfant. Ils sont acculés à demander, entre guillemets, un placement qu'ils ne désirent évidemment pas et qu'ils finissent par obtenir. Le lendemain, sa mère passe chez moi, très inquiète. L'enfant s'agite, il ne semble pas s'adapter à son environnement. » Fin de citation. Le lendemain, Elisabeth Zuckman voit Étienne, je cite à nouveau, dans un état de détresse indescriptible, malgré le soutien indéfectible de l'infirmière qui s'occupait de lui. Étienne est admis en urgence à Robert-Debré, où il meurt quelques heures plus tard. Fin de citation. Un peu plus loin, Elisabeth Zuckman écrit « Pour Stanislas Tomkiewicz et moi-même, outre notre peine, il ne fait aucun doute que notre ignorance nous rend responsables de la mort de cet enfant et nous le reconnaissons devant ses parents. Nous ignorions en effet, en 1962, l'intensité des liens qui s'étaient tissés entre Étienne et ses parents. Nous ignorions la violence d'une séparation si brutale. Nous ignorions que la douleur qui ne pouvait s'exprimer par des mots s'inscrivait dans son corps jusqu'à en mourir. » Il est très frappant qu'ici, Elisabeth Zuckman interprète la mort d'Étienne. Médicalement, Étienne est mort des suites d'une déshydratation, mais précisément, Elisabeth Zuckman éprouve le besoin, à ce moment de son récit, de sortir d'une explication médicale de la mort. Elle choisit volontairement d'interpréter, de donner du sens à la mort d'Étienne.
Interpréter la mort d'un humain, c'est chercher à comprendre en quoi et pour quelles raisons, en vertu de quel jugement de valeur, l'effort d'exister n'en valait un jour plus la peine, aux yeux des institutions et à ses propres yeux. L'anthropologue Todd Meyers formule la question en des termes proches. Quel est le sens, dit-il, que signifie l'effort grâce auquel un individu arrive à tenir bon sur la durée en étant atteint de plusieurs maladies chroniques? Ce questionnement, nous pouvons bien sûr l'étendre à une population. Canguilhem, dans le normal et le pathologique, propose de considérer l'espérance de vie d'une population comme l'expression, je cite, du prix attaché à la vie. Je le cite un peu longuement. Tout se passe comme si une société avait la mortalité qui lui convient, le nombre de morts et leur répartition aux différents âges traduisant l'importance que donne ou non une société à la prolongation de la vie. En somme, les techniques d'hygiène collective qui tendent à prolonger la vie humaine ou les habitudes de négligence qui ont pour résultat de l'abréger, dépendant du prix attaché à la vie dans une société donnée, c'est finalement un jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait qu'est la durée de vie moyenne. La durée de vie moyenne, on pourrait dire l'espérance de vie, n'est pas la durée de vie biologiquement normale, mais elle est en un sens la durée de vie socialement normative. Fin de citation. Canguilhem décrit ici des pratiques sociales qui déterminent les cours des vies et finissent par s'exprimer dans ce nombre abstrait qu'est la durée de vie moyenne. Et il parle d'arbitrage qu'il nomme des jugements de valeur. À certains moments, des groupes humains ou des individus jugent leur vie suffisamment importante pour engager des efforts pour la prolonger. Par exemple, des investissements financiers, en construisant des égouts, par exemple, ou de nouvelles habitudes, de nouveaux efforts, par le lavage des mains systématique, par exemple. Ce sont des efforts, des investissements. Permettez-moi d'insister sur le mot « jugement ». Il a de quoi surprendre puisque, dans le langage courant, et dans une certaine tradition en philosophie, nous associons le jugement à la délibération et au choix réfléchi, et plus largement à la raison. Mais dans ce passage, il faut entendre, dans le passage de Canguilhem, jugement de valeur en un autre sens, comme évaluation, consciente ou inconsciente, explicite ou implicite, par laquelle un individu ou un groupe sont poussés à agir d'une certaine façon plutôt que de telle autre. Dans cette perspective, juger, c'est désirer une chose, davantage ou plutôt que telle autre, de sorte que l'effort d'exister suppose par lui-même une multitude de jugements de valeur, qui consistent pour un organisme vivant à établir, en les renégociant sans cesse, les conditions sous lesquelles son existence vaut la peine d'être vécue. Pour résumer ceci peut-être un peu plus simplement, Canguilhem suppose que les groupes humains ne cessent d'émettre des jugements sur la valeur de la vie. Et on peut donc en déduire que tout individu voit sa vie jugée en permanence, aussi bien par les institutions, par les proches, que par lui-même. Je reviens à Étienne. Les conditions de vie de ce dernier témoignent de jugements portés sur la valeur de sa vie, jugements que Elisabeth Zuckman met parfaitement au jour. Premièrement, que des parents aient été, je cite, acculés à se séparer de lui, témoigne d'abord d'un jugement de valeur émis par les institutions, suivant lequel sa vie ne valait pas qu'il puisse bénéficier de la solidarité sociale. Bien sûr, ce jugement n'est pas un jugement sur la personne d'Étienne en particulier, mais c'est un jugement social auquel la société française de 1962 a collectivement consenti, dans la mesure où il ne semblait à personne intolérable que des familles se trouvent dans cette détresse. Un autre jugement de valeur s'entrevoit dans l'ignorance, je cite encore Elisabeth Zuckman, des médecins à l'égard des liens affectifs qui s'étaient noués entre Étienne et ses parents. Et le mot « ignorer » ne me semble pas devoir s'entendre seulement dans son sens le plus neutre, ne pas savoir, mais aussi dans son sens moral, qui le rapproche de l'indifférence, voire du mépris. C'est d'un manque de reconnaissance dont a pâti Étienne, davantage d'ailleurs que d'un manque de soins, car Elisabeth Zuckman précise bien que l'infirmière était indéfectiblement auprès de lui. Plus donc que d'un manque d'attention à ses besoins, c'est plus fondamentalement une insensibilité à ce qui le faisait vivre, à ce qui donnait du sens à sa vie, qui explique la mort d'Étienne. Enfin, dans cet ensemble de jugements imbriqués les uns dans les autres, qui peuvent expliquer la mort d'Étienne, il faut souligner le jugement que ce dernier porte sur sa propre vie, en continuant d'entendre le mot « jugement »
non pas dans son sens rationnel, réfléchi ou conscient. Comment ne pas voir qu'en se heurtant contre les parois de son lit, je cite encore Elisabeth Zuckman, Étienne exprime lui aussi le jugement suivant lequel son existence est proprement invivable. Comment ne pas voir qu'il ne voit plus le sens des efforts qu'il doit continuer d'effectuer pour continuer d'exister. Voilà, cet exemple nous fait voir en creux les conditions qui ont permis aujourd'hui l'amélioration de l'espérance de vie des personnes polyhandicapées. Bien sûr qu'il y eut des progrès techniques et médicaux, mais ceci n'aurait pas été possible sans une transformation radicale du regard dont il faut essayer de mesurer et de comprendre la teneur. Il aura fallu que ces vies ne soient plus considérées seulement sous les signes exclusifs de l'échec, de la souffrance et du fardeau, qu'elles ne soient plus vues comme irrécupérables ou incurables, mais qu'elles soient considérées sous le signe de leur potentialité créatrice. Pour Daniel Moise, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Daniel Moise, cette transformation du regard est rendue possible par sa mise en danger. Dans le véritable regard, dit-elle, ce n'est pas d'abord celui qui est regardé qui devient vulnérable et qui est donc menacé, c'est celui qui regarde, c'est-à-dire qui vient en présence. Fin de citation. Cette transformation est donc une révolution au sens propre du terme, puisque celui qui juge quitte sa position d'observateur et d'agent invulnérable pour devenir lui-même vulnérable, de sorte que deux personnes vulnérables se font face. Toutefois, il est possible de présenter cette révolution du regard d'une autre façon, symétrique et complémentaire. Non seulement celui qui juge découvre sa propre vulnérabilité, mais s'il découvre sa propre vulnérabilité, c'est précisément parce que dans le même temps, il découvre l'autonomie de cette personne qu'il réduisait précisément à sa vulnérabilité. Autonomie qui se manifeste dans sa capacité à le surprendre, à exprimer des réticences, des refus, des approbations, des joies. Cette autonomie, Martine Laurent, donc, qui a écrit dans le recueil dont j'ai parlé au début, Mère de Marie, en fait le sens et la condition même de l'existence de sa fille. Et je cite, « Si Marie ne peut pas penser, quel va être le sens de son existence ? Je ne voulais pas de marionnette. » Il y a bien une attente d'autonomie qui s'exprime ici et qui va bien sûr être satisfaite, puisque Martine Laurent découvre l'autonomie de sa fille, non pas au sens de l'indépendance ou de l'autonomie fonctionnelle, mais au sens de l'autodétermination. Cette révolution du regard, Fabrice Xil, l'a bien exprimé lors du dernier colloque du groupe Polyhandicap France qui s'est tenu en octobre dernier. Il montre comment, aujourd'hui, le paradigme de l'autonomie s'est peu à peu imposé en se transformant. Et je le cite, « Par rapport aux personnes dites vulnérables, on ne considère plus qu'il soit légitime d'avoir vis-à-vis d'elles une attitude purement paternaliste ou maternaliste. On ne considère plus qu'une logique de protection des intérêts suffise à garantir le respect des personnes. On considère que même lorsque l'autonomie est fragilisée, une logique de respect des choix ou des préférences devrait s'imposer. » Et il continue, « À l'inverse, par rapport aux personnes réputées capables d'autonomie, il me semble que l'on ne considère plus aujourd'hui que le respect de la personne puisse se réduire au respect de sa capacité de choix ou d'autodétermination. L'idée émerge de plus en plus que les personnes réputées capables d'autonomie méritent une forme de sollicitude, de vigilance, de protection ou d'attention. Bref, il n'est plus acceptable aujourd'hui de considérer que certains êtres sont autonomes et que d'autres sont vulnérables. Nous sommes à l'âge de la présomption universelle d'autonomie et de vulnérabilité. Nous sommes tous vulnérables et autonomes à la fois. Et la frontière entre autonome et vulnérable ne sépare plus des groupes d'individus, mais passe par tout individu. À la faveur de cette évolution, les personnes polyhandicapées sont a priori considérées comme autonomes. Il aura donc fallu une révolution du regard par laquelle les personnes polyhandicapées ont été reconnues dans leur forme propre d'autonomie. Mais le regard ne se transforme pas par une simple opération de l'esprit, par une simple opération intellectuelle. Il y a un prix à payer pour cette révolution, pour reprendre les termes de Canguilhem. Il aura fallu des efforts concrets et quotidiens, des efforts physiques et psychiques intenses. D'abord, ceux des parents de personnes polyhandicapées, pour témoigner de l'importance et de la richesse des vies de leurs enfants, mais aussi pour endurer tous les jours les difficultés, les efforts titanesques, les peurs que demande l'éducation d'une personne polyhandicapée. Il aura aussi fallu les efforts et le courage de professionnels comme Elisabeth Zuckman et beaucoup d'autres,
suffisamment lucides pour apprendre de leurs erreurs et se déprendre de leur regard strictement médical. Enfin, les reconnaissances institutionnelles, les aides financières ont été rendues possibles par ces efforts très concrets et quotidiens. Alors pour conclure cette intervention, je voudrais dire, en me faisant l'écho de témoignages et de réflexions que j'ai entendus parmi les familles et les professionnels, que cette reconnaissance des personnes polyhandicapées est encore très partielle et lacunaire, ce qui se manifeste par des conditions d'accueil souvent dégradées. Je cite ici, parmi d'autres témoignages possibles, j'aurais pu également citer des paroles de professionnels, les constats de Cédric Giquel en 2015, dans le même livre. Face à ces situations, des professionnels de qualité, mais en nombre bien insuffisant, des structures qui manquent ou qui n'existent pas encore, on connaît les causes de ces manques, budgets qui ne suivent pas, tarification peu adaptée, convergence tarifaire qui risque d'aligner l'ensemble du secteur sur le moins coûtant et pas forcément sur le mieux qualitativement, contraintes administratives où la performance et la formalisation deviennent prioritaires, méconnaissance du polyhandicap. Ces défaillances institutionnelles ne laissent pas de nous interroger. Elles traduisent, en dépit de la révolution du regard, la persistance d'un manque de reconnaissance des personnes polyhandicapées, de leurs familles et de leurs accompagnants. Comment rendre compte de cela ? Alors je propose une hypothèse à ce sujet. Nous restons malgré tout attachés à une certaine conception exclusive de l'autonomie. Certes, nous considérons que tous les êtres humains doivent être respectés dans leurs choix, dans leur capacité d'autodétermination. Mais paradoxalement, cette extension de l'attribut d'autonomie à tous les humains ne s'est pas accompagnée d'une extension du concept d'autonomie lui-même. Nous continuons, me semble-t-il, à défendre une conception de l'autonomie basée sur certaines capacités particulières, d'ailleurs très inégalement réparties dans la société, et dont les personnes polyhandicapées ne sont pas dotées. Capacité à adopter une vue générale de sa vie, c'est-à-dire à s'arracher de l'ici et du maintenant, capacité à anticiper son avenir à long terme, capacité à coopérer. Catherine Audard résume ainsi cette conception de l'autonomie. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est la capacité à organiser et à différer la satisfaction de nos intérêts, à nous projeter dans l'avenir et à le penser, la capacité à anticiper et à former un plan de vie dans lequel les satisfactions immédiates et différées sont hiérarchisées. Fin de citation. Les objectifs assignés aujourd'hui à l'inclusion témoignent de la valorisation de cette forme de l'autonomie, en réalité très exclusive. Quand on s'intéresse aux définitions données aujourd'hui à l'inclusion, on le remarque, elles visent avant tout à assurer l'égalité des chances de tous, c'est-à-dire la possibilité pour chacun de mener à bien son projet de vie, ce qui implique en regard la possibilité que la société tire profit du projet de vie de chacun. L'inclusion suppose une société d'agents coopérants et partageant des bénéfices mutuels. C'est en soi un objectif louable, mais insuffisant, car dans une société où ce sont exclusivement ces attentes qui prévalent, le monde du polyhandicap, par exemple, ne peut rester que dans les marges de la société et de la vie sociale et économique. Par conséquent, dans ces conditions, le soin et l'accompagnement des personnes polyhandicapées reposent encore trop sur la solidarité familiale, peut-être, et pas seulement sur la solidarité sociale. Pour qu'il en soit autrement, pour que les conditions d'accueil et de soins des personnes polyhandicapées soient améliorées, pour une société plus inclusive, donc, une nouvelle transformation du regard s'impose peut-être. Il faudrait que, dès leur plus jeune âge notamment, les citoyens n'apprennent pas seulement à bâtir avec les autres des rapports de coopération, ce qui est déjà très important, mais qu'ils soient amenés à réfléchir sur eux-mêmes dans la confrontation à des façons radicalement autres de fonctionner. Je conclurai donc sur cette nécessité qu'il y a à inscrire les personnes polyhandicapées et les interactions avec les personnes handicapées au cœur même de la société, car nous avons évidemment beaucoup à y gagner. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, merci Paul Loup pour cette très belle intervention. Et je dois dire que de ma place de parent, je suis particulièrement touchée par cette idée du regard. Qui est, vous savez, vous connaissez cette phrase, je ne sais pas de qui en est l'auteur, qui dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et c'est exactement ça. De ma place de parent, et je pense que tous les parents ici partagent ce même constat, on sait que le regard des autres est à la fois une source d'orgueil ou de souffrance, selon le regard.
mais que la personne, elle, ne change pas. Donc merci de l'avoir mis en exergue comme ça et d'avoir redonné leur vraie place aux personnes polyhandicapées.